Bienvenue à notre nouvelle analyse. Aujourd'hui, on plonge dans les sources qui dessinent le portrait de Stéphanie. Une personnalité vraiment fascinante qu'on pourrait qualifier de souveraine. Oui, absolument. Notre mission, c'est vraiment de comprendre ce qui l'a fait vibrer, son rapport à l'ambition, au succès matériel, à l'argent. On a un mélange assez puissant de numérologie avec un chemin de vie 8 et d'astrologie. Une immense concentration de planètes en Capricorne. Exactement. Fait que la question qui se pose, c'est comment une force de la nature comme ça, une bâtisseuse d'empire, comment est-ce qu'elle vit ses relations les plus intimes? C'est vraiment ça l'objectif. On va aller voir comment la machine fonctionne en dedans pour révéler que son besoin presque viscéral de sécurité et d'ancrage, c'est en réalité la plus belle preuve de son soutien et de son affection. C'est un angle intéressant. Les documents parlent d'un concept que je trouve fascinant, le paradoxe de la bâtisseuse visionnaire. C'est une personnalité qui combine une discipline de fer avec une soif d'aventure qui semble inextinguible. OK. Allons-y. Le premier truc qui m'a vraiment sauté aux yeux dans les documents, c'est un terme un peu technique. Un stellium en Capricorne dans sa maison I. On parle de son Soleil, sa Lune, Saturne, Uranus, Neptune. C'est comme si la moitié du système solaire s'était donné rendez-vous au même endroit. Ça veut dire quoi concrètement? Ben, c'est une excellente question. Pour simplifier, là, imagine une grande fête. D'accord. Un stellium, c'est quand tous les invités les plus importants se ramassent dans la même pièce. Et ici, cette pièce, c'est la maison I. La maison de l'identité du moi. C'est ça. Fait que toute cette énergie de construction, de responsabilité, d'ambition propre au Capricorne est hyper concentrée sur qui elle est, sur la façon dont elle se construit puis dont elle se présente au monde. Donc son identité et ses actions sont complètement fusionnées. Exactement. C'est ce qui explique cette phrase qui revient souvent dans les notes. Pour elle, être, c'est faire. C'est tout à fait ça. Son estime d'elle-même n'est pas abstraite. Elle est directement branchée sur sa capacité à maîtriser son environnement, à accomplir des choses, à construire du solide. Et ça nous amène où? Bien, ça nous amène directement à son chemin de vie en numérologie, qui est le 8. Le 8, c'est la vibration du pouvoir exécutif, de l'ambition, de la gestion des ressources. C'est l'énergie de la PDG. La personne qui prend les rênes et qui n'a pas peur de l'argent ou du pouvoir. C'est ça. Les sources parlent aussi d'un concept assez intense lié au 8, le karma instantané. Ça sonne comme un film d'action. C'est pas loin de l'idée. Est-ce que ça veut dire que si elle oublie de mettre de l'argent dans le parcomètre, sa voiture se fait remorquer 5 minutes plus tard? C'est pas loin de ça. Pour un chemin de vie 8, l'univers ne perd pas de temps à envoyer la facture ou la récompense. Les conséquences de ses actions, bonnes ou mauvaises, se matérialisent très vite. Ah ouais? Oui. Ça veut dire que pour elle, l'intégrité, l'éthique, c'est pas juste une valeur morale, c'est une stratégie de survie. Pour que son empire tienne debout, elle doit être irréprochable. Et pour l'aider avec ça, il y a Saturne, la planète de la structure, qui est en Capricorne. Donc chez elle, là où elle est la plus forte. On imagine souvent Saturne comme un vieux prof sévère qui dit toujours non. Mais ici, les notes suggèrent que c'est autre chose. Tout à fait. Ici, Saturne, ce n'est pas le prof sévère, c'est l'architecte en chef. Il dit pas « non, tu ne peux pas », il dit « fais-le bien, fais-le pour que ça dure 100 ans ». OK, je vois. C'est ça qui lui donne cette discipline de fer, cette endurance presque surhumaine. C'est la force qui structure son ambition. Puis pour couronner le tout, son nombre d'expressions, c'est un 4. Le bâtisseur méthodique. Exact. Si le 8 est le PDG avec la vision de l'Empire, le 4 est l'ingénieur qui vérifie chaque brique et qui s'assure que les fondations sont en béton armé. D'accord. Fait qu'on a un portrait très clair. Une bâtisseuse, une architecte, une PDG, c'est du solide, du sérieux. Mais, et c'est là que ça devient fascinant, les sources disent que la première impression qu'on a d'elle est complètement à l'opposé de ça. Oui, On parle de son ascendant. son ascendant, qui est notre masque social, la porte d'entrée de notre personnalité, est en Sagittaire. Le feu, l'aventure. L'optimisme, l'humour, la soif de connaissance, c'est le globe-trotteur philosophique. Alors que son noyau interne est une forteresse en granit, sa façade est un feu de camp, invitant, chaleureux, plein de vie. C'est ça qui la rend si charismatique. Oui, et si approchable. Et sa planète de l'amour, Vénus, est aussi en Sagittaire. Qu'est-ce que ça implique pour ses relations? Ah! Ça implique qu'en amour, elle a un besoin non négociable de liberté, d'espace, de stimulation intellectuelle. Ses pires ennemis sont la routine, la possessivité. C'est ça, la jalousie.
Elle ne cherche pas quelqu'un pour s'enfermer dans un château, elle cherche un compagnon de voyage pour explorer le monde avec elle. Mais attends, là, comment on concilie ça? D'un côté, on a la bâtisseuse Capricorne qui a besoin de sécurité, de murs solides. Et de l'autre, la voyageuse Sagittaire qui a besoin d'un horizon sans fin. Ça semble complètement contradictoire. C'est le paradoxe central de sa personnalité. Et c'est là que les difficultés peuvent survenir. J'imagine. Elle attire les gens avec son énergie d'exploratrice libre, optimiste, mais une fois que la relation s'installe, son besoin fondamental de sécurité, de fiabilité, de structure, dicté par son noyau Capricorne, revient toute la place. Une analogie qui vient des sources que j'adore, c'est celle de la forteresse ailée. Un forteresse ailée. J'aime ça. La structure est indestructible, c'est le Capricorne, mais elle a un réacteur de fusée, le Sagittaire, pour la propulser vers les étoiles. Donc, son partenaire idéal doit être une créature assez rare. C'est un hybride, oui. Les documents l'appellent l'aventurier responsable. L'aventurier responsable. Quelqu'un qui doit être un roc, absolument solide et fiable pour rassurer sa lune en Capricorne qui a un besoin viscéral de stabilité émotionnelle. Mais en même temps, cette personne doit être libre comme l'air, curieuse, indépendante pour stimuler sa Vénus en Sagittaire. C'est un équilibre qui est très, très délicat. Faut être capable d'admirer les plans de la forteresse le lundi et de partir en sac à dos le mardi. Sans que ça ne crée d'insécurité. Exactement. D'accord, on a la structure solide, on a le carburant pour l'aventure, mais quel est le moteur qui fait tourner cette machine complexe? Les notes parlent d'un aspect de tension, un carré. Oui, un carré en astrologie, c'est un angle de 90 degrés. Ce n'est pas un aspect de facilité, c'est de la friction. Une tension dynamique. C'est comme le moteur à combustion dans une auto. Ça crée des explosions contrôlées pour faire avancer. Précisément. Chez elle, ce carré se situe entre son soleil en Capricorne, la stratégie, la patience, et sa planète Mars, la planète de l'action, qui est en Bélier. Et le Bélier, c'est le signe de l'impulsion, du « on fonce maintenant et on réfléchit après ». Exactement. Elle a donc en elle une tension constante entre le stratège prudent qui veut tout planifier et le guerrier impulsif qui veut défoncer la porte tout de suite. C'est de la vapeur sous pression, comme le disent les sources. C'est une image parfaite. Elle a un besoin viscéral de défis, de projets, de problèmes à résoudre pour canaliser cette énergie. Elle ne peut tout simplement pas rester passive. Et c'est fascinant de voir comment cette énergie-là se traduit dans sa façon de prendre soin des autres. C'est pas une approche très conventionnelle. Pas du tout. Sa manière de dire « je t'aime » n'est pas de murmurer des mots doux, c'est d'agir. Pour elle, aimer, c'est assurer la sécurité et la stabilité de ceux qu'elle aime. Elle le prouve par des actes concrets. Toujours. Donc, si les vacances tournent au vinaigre parce que l'hôtel a perdu la réservation, c'est pas elle qui va paniquer en pleurant. Ah, absolument pas. C'est elle qui est déjà au téléphone, calmement mais fermement en train de négocier un surclassement dans l'hôtel d'à côté. Zan, pendant que tout le monde est encore en train de réaliser qu'il y a un problème. C'est ça. Son soutien, c'est de résoudre le problème, d'organiser le chaos, d'assumer les charges lourdes pour que les autres puissent respirer. Sa loyauté, sa fiabilité, c'est sa plus grande preuve d'amour. Elle devient littéralement le roc. Toute cette force, cette capacité à tout gérer, c'est admirable. Mais ça me fait demander, quelle est la faille? Comment une force de la nature comme elle vit l'intimité, la vulnérabilité? C'est là qu'on touche à une zone plus sensible, en effet. Les analyses pointent vers un archétype qu'on appelle Chiron, le guérisseur blessé. Dans son thème, Chiron se trouve dans le signe du Cancer et dans sa maison astrologique des partenariats. Le guérisseur blessé dans la maison des partenariats. Ça sonne comme une recette pour des relations compliquées. Ça indique une blessure fondamentale, une sensibilité extrême autour des thèmes de l'intimité, de la famille, du besoin d'être nourri. Les sources sont claires là-dessus. Quelle est la dynamique? Son image de femme forte et indestructible a tendance à attirer, par un effet miroir, des partenaires qui sont eux-mêmes blessés, en quête de structure ou qui ont besoin d'être pris en charge. Elle devient la sauveuse, la thérapeute, la mère de la relation. C'est le grand risque. Elle se retrouve à porter seule toute la charge mentale et structurelle du couple. Au début, c'est gratifiant, mais à long terme, cette dynamique parent-enfant peut complètement étouffer le désir. Et créer un profond ressentiment, j'imagine. Oui. Ça soulève une question essentielle. Quel est son besoin émotionnel le plus profond à elle? Certainement pas d'être le pilier de tout le monde 24 heures sur 24.
Non, son besoin fondamental, c'est la sécurité. Sa maison de l'intimité profonde, de la sexualité, la maison 8, est en cancer pour qu'elle puisse vraiment s'ouvrir, être vulnérable et lâcher le contrôle. Elle doit se sentir dans un cocon. Un cocon de sécurité émotionnelle absolue. Elle doit savoir qu'elle peut s'effondrer sans que tout s'écroule autour d'elle. Et c'est ça, le grand paradoxe. Pour se sentir en sécurité, elle contrôle tout. Mais en contrôlant tout, elle s'empêche de trouver la sécurité qu'elle cherche chez un partenaire. C'est exactement ça. Et la numérologie semble confirmer ça. Les notes mentionnent l'absence du chiffre 6 dans ses calculs. Quel est le lien? Le 6, c'est le chiffre de l'harmonie familiale, de la responsabilité affective partagée, de l'équilibre entre donner et recevoir. Son absence, c'est ce qu'on appelle une leçon karmique. OK. Son grand défi de guérison, c'est d'apprendre qu'elle n'a pas besoin d'être constamment utile ou de réparer l'autre pour mériter d'être aimée. Elle doit apprendre à recevoir, À accepter l'aide. à se laisser soutenir à son tour. C'est un apprentissage difficile pour quelqu'un qui est programmé pour être le roc. Et au milieu de tout ça, il y a son intuition. On a parlé de structure, de logique, mais les documents insistent aussi là-dessus. Oui, malgré ce côté très terre, les influences de Neptune et Uranus dans son stellium en Capricorne lui donnent une intuition fulgurante. Ce n'est pas une intuition flottante, mystique, là. C'est une intuition de PDG. C'est ça. Elle se manifeste par des éclairs de génie, une capacité à voir la solution stratégique que personne d'autre ne voit. Mais le revers de la médaille, c'est que ça la rend aussi hypersensible, comme une éponge qui absorbe les énergies et les non-dits. Ce qui peut être épuisant. Très épuisant. Alors, que signifie tout cela au final, si on rassemble toutes les pièces du puzzle? La synthèse, c'est que Stéphanie est bien cette souveraine qui bâtit son royaume avec un pragmatisme et une ambition hors du commun. Grâce à son énergie de terre et son chemin de vie 8. Exact. Son rayonnement, son charisme qui vient du feu du Sagittaire, ça inspire et ça attire. Mais son langage d'amour n'est pas fait de mots. Il est fait d'actes, de structure et d'un soutien inconditionnel. Son plus grand défi, donc, c'est d'intégrer sa puissance avec sa vulnérabilité. C'est sa plus grande quête, d'accepter que la véritable force, ce n'est pas seulement de tout contrôler, mais aussi de savoir quand lâcher prise. C'est un portrait incroyablement riche et complexe. Qui est farouchement ceux qu'elle aime. Comme une lionne protège ses petits. C'est ça. Mais que se passerait-il si le plus grand acte de pouvoir pour la souveraine n'était pas de tenir seule tous les murs de la forteresse, mais d'apprendre à confier les clés à quelqu'un d'autre? Ne serait-ce qu'un instant. Juste un instant, en ayant la certitude absolue que le royaume non seulement ne s'effondrera pas, mais qu'il pourrait même en devenir plus fort,